TF1 20h avec Roger Giquel. Ce que je découvrais avec vous, les images du président Carter, du président Sadat, et le président de l'Égypte, et de M. Begin, Premier ministre d'Israël, sortant de la Maison-Blanche pour cette grande cérémonie de la signature du traité de paix. Et oui, le grand jour est arrivé pour la paix entre ces deux vieux ennemis qu'étaient l'Égypte et Israël, pour une paix que le président Carter voudrait permanente parce qu'il croit, comme Sadat et Begin, que l'accord qu'on s'apprête à signer en ce moment même à Washington n'est qu'un début, parce qu'il est persuadé de la contagion de la paix dans toute la région. Aussitôt d'ailleurs, et très sèchement tout à l'heure, la Syrie, ancien allié de l'Égypte dans les guerres contre Israël, a répondu qu'il ne fallait surtout pas compter sur elle. La Syrie a publié un communiqué commun avec l'URSS, c'est tout à fait exceptionnel. La Syrie et l'URSS condamnent cette paix séparée visant à consacrer l'occupation des territoires arabes par Israël et à accroître la tension au Proche-Orient. Fin de citation. N'empêche qu'à Washington, c'est au cours de cette cérémonie solennelle dont vous voyez déjà les images que va être signé l'accord de paix entre l'Égypte et Israël dans quelques minutes. Rejoignons tout de suite Dominique Bromberger à Washington. Alors là, vous entendez actuellement les hymnes nationaux. Nous n'avons pas encore en ligne Dominique Bromberger qui doit écouter lui aussi recueilli ces hymnes nationaux. En attendant le moment historique donc de la signature du traité de paix qui comporte un préambule en 9 articles, plus 3 documents annexes et 6 lettres de clarification, je vous propose de voir quel est le contenu de cet accord et de ces annexes avec vous, Gérard Saint-Paul. Vous allez voir, c'est assez compliqué, car il faut savoir d'abord qu'il y a 3 versions du traité, une en anglais, une en arabe et une autre en hébreu. En cas de litige, d'ailleurs, c'est la version américaine qui prévaudra, qui fera loi plutôt. Très schématiquement, les principaux points donc. Premier point, c'est dit dans le préambule, le traité doit être considéré comme un pas important vers une paix globale dans la région, au Proche-Orient, ce n'est qu'une étape. Deuxième point, l'état de guerre entre Israël et l'Égypte prendra fin avec l'échange de ce que l'on appelle les instruments de ratification, c'est-à-dire les documents officiels ratifiés par les différents parlements. Troisième point, Israël restitue par étapes le Sinaï à l'Égypte. En principe, le premier retrait de matériel lourd commençait dès hier d'ailleurs. Quatrième point, la frontière entre les deux pays sera celle de l'ancienne Palestine sous mandat britannique. Cinquième point, chaque pays accorde à l'autre une pleine reconnaissance et des relations diplomatiques seront établies. Sixièmement, des zones à présence militaire limitée seront créées de chaque côté de la frontière et contrôlées par l'ONU. Septième point, enfin, la liberté de navigation est garantie pour tous dans le canal de Suez, y compris pour l'État d'Israël. Et en plus, il y a d'autres documents, vous l'avez dit, l'annexe militaire sur les modalités de retrait du Sinaï, l'annexe qui comporte les cartes, l'annexe prévoyant les étapes de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. En plus encore, il y a 6 lettres de clarification échangées entre le président Carter, le président Sadat et le Premier ministre Menahem Begin. Parmi ces 6 lettres, les 2 premières constituent le texte d'accompagnement sur l'autonomie de la Cisjordanie et Gaza, prévoyant que les négociations commenceront 1 mois après la signature du traité pour s'achever au maximum dans un délai d'1 an.
mais à noter, il n'y a pas de lien entre ces lettres et le traité proprement dit. C'est la concession majeure faite par l'Égypte à l'État d'Israël. Voilà, j'ai consulté le texte exact de ce traité. Et tout à l'heure, alors dans son discours, le président Sadat a dit il faut qu'il y ait un véritable transfert d'autorité aux Palestiniens dans leur pays. Sans cela, le problème restera sans solution. C'est dans le discours que doit prononcer le président Sadat. Alors, je pense que nous avons peut-être en ligne Dominique Bomberger. Bien, nous n'avons pas encore Dominique Bomberger, la liaison n'est pas encore établie. Alors, que retiendra l'histoire? Sans doute ce que nous oublions trop volontiers aujourd'hui, l'acte qui a déclenché ce traité de paix, la courageuse attitude du président Sadat, justement, sa visite à Jérusalem. Depuis, il y a eu d'interminables discussions. 100 fois, on a cru que cette paix, même limitée, ne se ferait pas. Jimmy Carter a payé de sa personne. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, en écoutant les ambassadeurs en France, d'Égypte et d'Israël, on voit qu'il reste encore 2 lectures du traité de paix. Oui, auparavant d'ailleurs, nous assistons en ce moment, Roger Gicquel, je crois, à l'instant historique qui est celui de la signature donc des différents parchemins, la version américaine, la version anglaise, la version en hébreu et en arabe du traité de paix entre l'État d'Israël et l'Égypte, donc, co-signé par le président Carter à la signature en ce moment. C'est évidemment une cérémonie assez longue, puisqu'il y a, vous le savez, un certain nombre de documents, ceux que je viens d'énumérer. Voilà, les applaudissements, le moment historique est passé, le traité de paix entre Israël et l'Égypte est donc signé, c'est chose faite. Next, President Sadat and Prime Minister Begin will sign a letter to President Carter recording agreement between Egypt and Israel concerning future negotiations implementing the Camp David frameworks. Voilà, alors je vous ai dit tout à l'heure que les ambassadeurs en France, d'Égypte et d'Israël n'avaient pas tout à fait la même lecture des accords qui sont en train de se signer maintenant. Alors je vous propose d'écouter chacun de ces ambassadeurs. Cet accord constitue un pas vers la réalisation de la paix globale qui implique le retrait israélien de tous les territoires arabes occupés, y compris la ville arabe de Jérusalem, et la réalisation des aspirations légitimes du peuple palestinien à l'autodétermination. L'Égypte, fidèle à ses principes, considère que la signature du traité ne constitue que la fin d'une étape et le début d'une ou de plusieurs étapes nouvelles de la lutte qu'elle mène depuis 40 ans pour l'indépendance du monde arabe au sein de l'ensemble des mouvements de libération nationale du tiers-monde. L'Égypte est convaincue que le monde arabe possède les moyens matériels et moraux qui lui permettent de contribuer à l'approfondissement et à l'élargissement de l'action égyptienne, en complémentarité avec cette action pacifique pour la paix, la prospérité et le progrès. Toutes les forces éprises de paix sont appelées à contribuer à la sauvegarde du dynamisme du processus engagé. Dans cet esprit, on doit souligner le rôle important que l'Europe, où la France occupe une place de choix, peut jouer pour parvenir à la solution globale permettant l'établissement d'une paix juste et durable au Proche-Orient. Quelle réflexion éveille pour vous cet accord entre l'État d'Israël et l'Égypte après 30 ans de guerre et de confrontation? Avant d'exprimer ce que je pense, je voudrais d'abord exprimer ce que je ressens. Je ressens une joie. C'est une journée d'allégresse, en Israël tout d'abord. Bien entendu, aussi une journée d'allégresse à Washington et j'espère aussi au Caire. Il a été prévu que M. Begin se rendra au Caire dans une semaine. C'est aussi un événement d'une importance extraordinaire. Quant à la réflexion, c'est très difficile lorsqu'on signe un accord qui finalement n'est qu'un document.
de prévoir l'avenir. Imaginez-vous un Français ou bien un Allemand en 1947, alors que la guerre était terminée, de faire un effort, de prévoir quel sera l'avenir de son pays en relation avec l'autre. Je pense que même une imagination fertile n'aurait pas pu s'imaginer le développement extraordinaire des relations entre la France et l'Allemagne et en Europe en général. Et dans notre cas précis, c'est, je dirais, également très difficile. Vous êtes optimiste, mais il y a tous les autres, tous ceux qui ne participent pas à cet accord et même qui sont contre. Oui, malheureusement, c'est vrai. Les opposants au conflit se font sentir. Mais je voudrais dire à vos téléspectateurs et même à ces opposants que notre accord avec l'Égypte, l'accord égypto-israélien, prévoit un processus qui commencera prochainement. Le processus sera difficile probablement. Il y aura des problèmes. Mais dans un esprit constructif, dans un esprit positif, tout est possible. Je suis désolé, nous n'avons pas réussi à entrer en communication avec Dominique Bamberger. Il faut bien considérer que toutes les télévisions du monde sont là-bas à Washington et que toutes elles veulent alimenter leur réseau et qu'il s'ensuit évidemment des nœuds dans les fils, comme on dit. Alors je vous propose, avec Jean-Loup Demigneux, qui a assisté à ce reportage en direct, parce que les images, elles, nous parviennent, je vous propose d'écouter ce qui se passe à Washington. Jean-Loup Demigneux. Le président Carter maintenant explique la signification qu'il faut donner à ce traité. La cérémonie a eu lieu tout à l'heure devant le péristyle nord de la Maison-Blanche, où avait été dressée une estrade sur laquelle se trouvait une table historique pour les Américains, puisqu'elle avait déjà servi à la signature du protocole qui mettait fin à la guerre entre l'Espagne et les États-Unis. Cela, c'était en 1898. L'ensemble des documents consignés messieurs Begin, Sadat et Carter font quelques 120 pages, ce qui n'est pas rien, mais ils n'ont pas eu 120 signatures à donner, bien sûr. Le temps était plutôt agréable. Voilà. Le temps était plutôt agréable, il fait un léger soleil, encore qu'il fasse un peu frais à Washington aujourd'hui. La cérémonie est maintenant terminée, elle n'a duré que quelques minutes, mais les présidents Carter et Sadat ainsi que M. Begin vont maintenant participer à un banquet de 1200 personnes, un des plus grands jamais donnés à la Maison-Blanche, avec de nombreux invités. C'est la dernière poignée de main, ils espèrent bien sûr que cette poignée de main aboutira à une paix globale dans l'ensemble de la région, mais pour l'instant il ne s'agissait que du traité entre l'Égypte et Israël. Voilà, comme vous le disiez Jean-Loup Demigneux, la cérémonie est terminée. Alors, entrons maintenant dans le détail des réactions internationales. Gérard Saint-Paul. Eh bien, après ce moment historique que nous venons de voir avec la triple poignée de main, d'abord une réaction de l'Europe des 9. Les 9 pays de la communauté européenne se sont prononcés pour un règlement global au Proche-Orient qui doit se traduire, je cite, dans les faits par le droit du peuple palestinien à une patrie. C'est donc une réaffirmation. Et puis, vous le disiez dès le début de ce journal en évoquant le communiqué commun entre la Syrie et l'Union soviétique à l'issue de la visite d'Andrei Gromyko à Damas, ce sont les Syriens qui, pour l'instant, sont en flèche pour organiser la riposte de tous les pays arabes opposés à l'accord. En effet, le président Hafez el-Assad, qui va jusqu'à prévoir des soulèvements en Égypte après la signature pour renverser le président Sadat, le président syrien a reçu aujourd'hui le roi Hussein de Jordanie. Objet de leur entretien, rassembler, mobiliser les forces arabes pour récupérer les territoires occupés. Mais pour l'instant, cette riposte du camp arabe du refus n'est que verbale. Demain matin, à Bagdad, en Irak, un pays dur parmi les durs, les uns et les autres essaieront de se mettre d'accord sur une attitude commune à l'égard du président Sadat. Et cette attitude, cette stratégie est ce soir loin d'être établie, même si la réprobation est générale. Aujourd'hui, le vice-premier ministre et ministre syrien des Affaires étrangères, M. Abdel Halim Khadam, était reçu par le président Giscard d'Estaing à l'Élysée et hier soir par le ministre des Affaires étrangères, Jean-François Poncet. Les Égyptiens espèrent de la France qu'elle joue un rôle modérateur sur tous les autres pays arabes. Mais les Syriens, quant à eux, souhaitent au contraire que la France use de son influence pour ramener la question du Proche-Orient devant les Nations Unies. L'interview de M. Khadam à Jean-Loup Demigneux maintenant.
La Syrie et le monde arabe, globalement, refusent cet accord bilatéral car il fait obstruction à la marche vers la paix dans la région et dans le monde. Cet accord a liquidé la cause palestinienne. Il a fait abstraction des Palestiniens. Cela aura des répercussions profondes sur la cause de la paix. Cet accord, qui n'apportera pas la paix à ce régime en Égypte, ne l'apportera pas plus dans l'ensemble de la région. Est-ce que la finalité d'un accord de paix entre Israël et un autre pays n'est-elle pas d'apporter la paix justement à Israël et à cet autre pays? Les Égyptiens voulaient la paix, ils l'auront. Les Égyptiens veulent la paix, mais ils veulent une paix globale qui apporte la paix globalement pour toute la région. Les Égyptiens veulent une paix qui conserve leur dignité. Le président Sadat, Begin et Carter ont balayé la marche vers la paix dans la région. Tant que le peuple palestinien n'aura pas la paix, personne au monde ne l'aura. D'accord. La colombe de la paix s'envole donc... Ah pardon, vous avez aussi les réactions de Jérusalem. La suite des réactions, notamment dans les autres pays arabes. En effet, un peu partout, des arrêts de travail ont été observés aujourd'hui dans le monde arabe précisément. Mais c'est bien évidemment la réaction des Palestiniens qui est la plus vigoureuse, la plus négative. Yasser Arafat, le leader de l'OLP, va jusqu'à prédire au président Sadat la même fin tragique d'un ancien Premier ministre égyptien, du roi Farouk, qui était mort assassiné en 1948 après avoir signé le traité d'armistice avec Israël. Le président de l'OLP ajoute « Le drapeau palestinien flottera tôt ou tard sur Jérusalem ». Aujourd'hui à Beyrouth et dans la partie du Liban tenue par les Palestiniens et leurs alliés, la population a été appelée à une grève totale de 24 heures. C'était la journée porte fermée pour les écoles, les banques, les cafés, les cinémas, avec aussi des manifestations, mais sans incident particulier. Nous allons maintenant recevoir d'autres images qui sont celles d'Israël et des territoires occupés, avec les réactions à Jérusalem de notre envoyé spécial Robert Buchard. À Jérusalem, on se prépare à passer une soirée de recueillement et de prière devant le mur des lamentations. Et à Tel Aviv, depuis une demi-heure maintenant, les Israéliens se rassemblent sur la place de la municipalité où ils pourront assister en direct sur des écrans géants de télévision au moment historique de la signature du traité de paix. Et ce n'est qu'une fois le traité signé que les Israéliens fêteront par des danses et des chants au milieu des feux d'artifice cette paix qu'ils attendent depuis si longtemps. Les Israéliens arrivent au bout de cette journée avec soulagement. Ils craignaient des manifestations et des attentats de la part des Palestiniens, mais ceux-ci se sont contentés de faire la grève générale. Et aujourd'hui, les villes des territoires occupés étaient des villes fantômes. À Naplouse, à Ramallah, à Jéricho, à Hébron, à Gaza, il y avait plus de soldats dans les rues que de Palestiniens et toutes les tentatives de manifestation ont été réprimées en quelques minutes. Quant aux Israéliens, ils ont fleuri les 20 000 tombes de leurs 20 000 soldats tués depuis la guerre d'indépendance. Robert Buchard, TF1, Jérusalem. Alors nous sommes entrés enfin en liaison avec notre envoyé spécial à Washington, Dominique Bomberger, qui nous parle maintenant de cette signature du traité de paix entre l'Égypte et Israël. En direct, Dominique Bomberger. Vous nous rejoignez au moment où le président Carter est en train de prononcer le premier des trois discours qui doivent être prononcés après la signature de ce traité de paix. Et peut-être l'entendez-vous au moment où nous voyons M. Brzezinski, l'adjoint du président Carter pour les problèmes de sécurité, peut-être l'entendez-vous de temps en temps du fond de décor du square Lafayette viennent parfois des bouffées, quelques bouffées de cris des manifestants pro-palestiniens, en général des Arabes, des Américains d'origine arabe, qui sont là aussi pour protester contre la signature de ce traité de paix. Le président Carter vient de terminer son discours et l'audience de 1500 personnes qui s'est réunie sur la pelouse nord de la Maison-Blanche l'applaudit. Le président Carter a fait porter son discours essentiellement sur le fait que la paix ne devait pas être passive. Il fallait une stratégie pour la paix. Que la paix devait être agressive, attaquée, encerclée. Et maintenant,
C'est au tour du président Sadat de prendre la parole. C'est l'un des moments les plus heureux de ma vie. It is a historic turning point of great significance for all peace-loving nations. Those among us who are endowed with vision cannot fail to comprehend the dimensions of our sacred mission. Et il ne faut pas manquer de comprendre their heritage and unique awareness of history have realized from the very beginning. C'est l'homme, vous le savez, sans qui rien n'eût été, sans le voyage de qui à Jérusalem le 19 novembre 1977, cette procédure de la paix, ce processus ne se serait pas mis en train. Voilà, je vous propose de retrouver, si possible, et je l'espère, Dominique Bramberger à la fin de ce journal pour qu'il nous résume les extraits de ces discours historiques après la signature du traité de paix entre l'Égypte et Israël. Maintenant, la colombe de la paix s'envole donc officiellement aujourd'hui de Washington, prête à oublier les immenses fatigues des efforts qu'il faut toujours recommencer d'ailleurs, mais coïncidence justement aujourd'hui. Si son regard perçant peut apercevoir Genève, elle doit soupirer en route, pourvu que je n'aille pas tomber dans un puits de pétrole. Car à Genève aujourd'hui sont réunis les 13 ministres des pays exportateurs de pétrole. Le siège de leur réunion, l'hôtel Intercontinental. Et un siège de ministre de l'OPEP a toujours été transformé en forteresse. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est une question de sécurité. On n'entre pas facilement là où se décide le proche avenir du prix de l'énergie pour les pays occidentaux. Et c'est alarmant. François de Closet est à Genève. En principe, les ministres de l'OPEP qui se sont réunis ce matin dans la bousculade habituelle ne devaient que se consulter. Seulement, leur première décision a été de décider qu'ils prendraient des décisions. Alors, en pratique, cela signifie qu'un nouveau prix du pétrole sera fixé au cours de cette réunion. Prix en hausse, bien sûr. Alors, on parle d'une augmentation de l'ordre de $2 le baril, ce qui fera à peu près 15% de plus. Le baril coûtant officiellement au 1er avril à peu près $14, cela nous donnerait environ $16. Retenez que pour la France, eh bien, cela signifierait près de 9 milliards de francs supplémentaires sur la facture pétrolière. Pourtant, l'essentiel n'est peut-être pas là. Non, il semble que depuis quelques mois, les pays pétroliers soient tacitement plus ou moins d'accord pour limiter, voire pour réduire leur production, afin d'entretenir sur le marché un climat de tension qui pousse les prix à la hausse, alors que jusqu'à présent, il y avait une surproduction qui les poussait à la baisse. On parlera de cela, on parlera également de réduire le rôle et surtout les profits des grandes compagnies. Alors en soi, ces thèmes ne sont pas entièrement nouveaux dans les réunions de l'OPEP. Ce qui est nouveau, c'est la position de force extrême des pays producteurs et la position de faiblesse des pays consommateurs. N'oublions pas enfin que si la réunion se poursuit demain, eh bien le téléphone fonctionnera sans doute entre Genève et Bagdad, où se réunit le front du refus à la suite de la signature du traité de paix israélo-égyptien. Et l'on envisage, on parle déjà d'éventuelles rétorsions pétrolières, mais ce soir, nous n'en sommes pas encore là. François de Closet, Genève, TF1. Nous avons donc les résultats complets des élections cantonales après le deuxième tour hier, et c'est un succès pour la gauche, pour le Parti socialiste surtout. Le Premier ministre lui-même partage cette opinion de tous les observateurs politiques, même si, à son avis, de l'avis de Raymond Barre, l'opposition de gauche n'a pas obtenu un résultat meilleur qu'aux précédentes cantonales de 1976. Vous entendrez tout à l'heure le Premier ministre d'ailleurs. Le ministre de la Justice, Alain Peyrefitte, lui, a parlé d'avertissement sans frais pour la majorité avec ce succès de la gauche. François Mitterrand, premier secrétaire du Parti socialiste, a exprimé ce matin sa grande satisfaction. Chez les communistes, on est également satisfait, mais sans plus, semble-t-il. Alors voici un rappel des résultats selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. Le Parti socialiste compte 558 élus, il a gagné 158 sièges. L'UDF en a 430 et il en a perdu 64. Les divers modérés favorables à la majorité, 276 sièges,
soit moins 51, le Parti communiste 228 sièges, plus 32, le RPR 198, moins 43. Je vous laisse lire la suite du tableau. Divers gauche 78, moins 26, MRG 69, mouvement des radicaux de gauche 69, moins 7, extrême gauche 5, divers droite 4, écologiste 1. Le RPR conteste ces chiffres du ministère de l'Intérieur. Le RPR compte quant à lui 236 élus dans ses rangs, au lieu de 198 annoncés officiellement. D'autre part, le communiqué du RPR fait référence aux 2 cantons où les anciens ministres, messieurs Bord et Mazot, ont été battus. Le comportement de l'UDF, dit communiqué, ne manquera pas d'avoir des suites politiques dont la responsabilité incombera à ses inspirateurs. Réponse de l'UDF tout à l'heure. Quand donc le RPR comprendra-t-il que le temps n'est plus où sa formation pouvait imposer sa volonté à des partenaires trop petits pour n'être pas intimidés? Cela dit, Jacques Hébert, les cantonales de 76 plus les cantonales de 79, voici tous les cantons renouvelés en France. Quelle modification d'équilibre politique dans les départements va-t-il en découler? À partir de l'élection des présidents des conseils généraux, bien sûr, c'est à vous de répondre. Eh bien, d'abord, l'équilibre des départements avant l'élection de 76. La majorité détenait 69 départements contre 27 à l'opposition. Mais l'élection de 76 a largement bouleversé cet équilibre. La majorité gagnait à l'époque 2 départements à l'opposition, l'Ain et l'Eure-et-Loir. L'opposition gagnait, elle, 15 départements sur la majorité, l'Allier, la Corse du Sud, la Charente-Maritime, les Côtes du Nord, l'Essonne, le Gers, la Gironde, l'Isère, les Landes, le Puy-de-Dôme, la Sarthe, la Savoie, le Tarn, le territoire de Belfort et le Val-de-Marne. D'où un nouvel équilibre, majorité 56 départements, opposition 40 départements, équilibre valable jusqu'à hier où la majorité n'a repris qu'un seul département, la Sarthe, et où l'opposition en a emporté 7, la Côte d'Or, l'Eure, la Haute-Savoie, l'Oise, la Seine-et-Marne, la Saône-et-Loire et le Val d'Oise. Le nouvel équilibre provisoire s'établit aujourd'hui ainsi, majorité 50 départements, opposition 46 départements. Équilibre provisoire car il demeure 4 interrogations qui pourraient renverser les données. La Corrèze, où le siège du président de conseil général de Jacques Chirac est arithmétiquement perdu. Et puis les Ardennes, l'Aisne et la Somme, où il y a égalité de conseillers entre l'opposition et la majorité. Et au moment où l'on parle beaucoup de rajeunissement du personnel politique, il fera bon dans ces 4 départements avoir dans ses rangs le doyen du Conseil général. En effet, en cas de partage égal des voix et après 3 tours de scrutin lors de l'élection des présidents de conseils généraux mercredi prochain, eh bien c'est le doyen d'âge du Conseil général qui est élu d'office. À titre d'indication, dans les 4 départements incertains, les doyens d'âge sont tous de la majorité. Alors, toutes les analyses politiques aujourd'hui sur ces cantonales tournaient autour de 2 idées. La première, c'est le degré de politisation des élections dans les cantons. Là où les avis divergent quelque peu, eh bien, c'est selon les régions. Dans certaines, la crise économique, le chômage en particulier, ont eu une influence directe sur le comportement des électeurs. Dans d'autres, on a seulement voté pour un bon gestionnaire départemental. Mais tout de même, on peut dire que la politisation des cantonales s'est accentuée. Deuxième idée, dans les commentaires en tout cas, les Français préfèrent-ils la gauche pour la gestion locale et la majorité pour les élections nationales? Personne n'a la vraie réponse ce soir. Déjà, les états-majors politiques ont d'autres perspectives. Les élections européennes, bien sûr, le 10 juin prochain, mais auparavant, les congrès dans les différents partis, Patrice Duhamel. Oui, en effet, dans les 10 semaines qui viennent, jusqu'au scrutin européen du 10 juin, la vie politique va sans doute se dérouler à un rythme accéléré. Et c'est dans ce cadre que doivent aussi s'inscrire les enseignements de ces élections cantonales. Du côté de l'opposition, la progression devrait avoir des effets sur les 2 congrès prochains. Dans 2 semaines, au congrès de Metz, François Mitterrand bénéficiera sans doute de la poussée du PS hier. Il pourra mettre en avant son résultat pour justifier sa ligne politique, même si cette victoire cantonale ne peut bien entendu faire oublier l'échec législatif de l'opposition l'année dernière. De la même façon, Georges Marchais tirera vraisemblablement argument de son score vis-à-vis de ses militants et de ses contestataires début mai au 23e congrès du PC. Ces 2 leaders voient donc leur position consolidée. La progression de l'opposition et le réflexe unitaire de son électorat entraîneront-ils maintenant une reprise du dialogue entre les états-majors du PC et du PS? La question est aujourd'hui posée. Le PS est actuellement nettement dominant dans l'opposition et jusqu'à présent ce déséquilibre n'a pas, loin de là, poussé les communistes au compromis ou au rapprochement. C'est une première observation. Et l'élection européenne, où chacun ira sous son propre drapeau, où communistes et socialistes seront directement concurrents,
ne facilitera sans doute pas cette reprise du dialogue. Alors dans la majorité maintenant, eh bien, cette perspective électorale européenne du 10 juin va également peser. Au regard des chiffres officiels publiés par le ministère de l'Intérieur et contestés, on l'a dit, par le RPR, l'UDF a moins reculé que le RPR si l'on considère le nombre de sièges perdus par rapport au nombre de conseillers généraux sortants. D'une manière générale, les reports de voix se sont effectués dans d'assez bonnes conditions, mais au lendemain de ce scrutin, la situation est assez tendue entre les états-majors, la victoire de l'UDF Daniel Leffel sur le RPR André Bord dans le duel de Strasbourg ayant provoqué quelques remous. Alors dans ces conditions, les initiatives unitaires du chef de l'État prennent toutes leurs dimensions. Jacques Chirac puis Jean Le Canuet seront reçus à l'Élysée courant avril. Avec eux, le président Giscard d'Estaing tentera de dégager un accord maximum avant ces européennes. La majorité saura-t-elle, à partir des propositions présidentielles, faire taire certaines de ces querelles? La réponse devrait donc intervenir assez rapidement. Dans l'immédiat, eh bien, l'heure est encore aux commentaires. À sa sortie de l'Élysée, il y a un peu plus d'une heure, Raymond Barre a fait une déclaration sous la forme de 4 constatations. 1. Il s'agissait, a-t-il dit, d'un scrutin local, avec certes une signification politique, mais qui ne concernait que la moitié du corps électoral. 2. L'opposition a réalisé sensiblement le même score qu'il y a 3 ans, en 1976, a dit Raymond Barre. 3. Tous les membres du gouvernement ont été élus ou réélus. Quant à la 4e constatation, je vous propose de l'entendre de la bouche du Premier ministre au micro de Patrick de Carolis. L'opposition a remporté un succès. Et dans l'opposition, le Parti socialiste a remporté un succès. La majorité, qui s'est bien défendue, aurait pu avoir de meilleurs résultats. Je crois que ces résultats auraient été plus satisfaisants si la majorité n'avait pas donné au cours de ces derniers mois certains signes de querelle ou de division. Car ce n'est pas un bon raisonnement de dire que l'on va attirer à soi les mécontents en critiquant l'action du président de la République et l'action du gouvernement. On pousse les mécontents vers l'opposition. Ce que je souhaite par conséquent, c'est que, à la suite de ces résultats, la majorité comprenne qu'elle a tout intérêt à manifester son unité, sa cohésion, et cela parce que la conduite des affaires de la France suppose que l'action du président de la République et celle du gouvernement soient soutenues par une majorité consciente des difficultés, consciente des épreuves que connaît à l'heure actuelle le peuple français, mais consciente aussi des nécessités de l'action. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que l'opposition avait eu un succès lors de ces élections. Est-ce que ce succès va, peut-on dire, déteindre sur votre politique? Je ne crois pas qu'une politique doive se déterminer en fonction des résultats qu'obtient l'opposition ou des résultats qu'obtient la majorité. Vous savez qu'en 1977, le gouvernement a conduit une politique dont certains disaient qu'elle était contraire aux intérêts de la majorité. Le gouvernement l'a fait parce qu'il s'agissait des affaires de la France et parce qu'il s'agissait d'assumer les responsabilités de l'action dans des circonstances extrêmement difficiles. Nous avons encore à faire face à de dures réalités. Ce n'est pas à vous que je rappellerai que depuis ce matin, les ministres des Finances de l'OPEP se trouvent réunis pour déterminer de ce qui va advenir au prix du pétrole. Ce qui va advenir au prix du pétrole, c'est ce qui va se répercuter sur l'activité économique en France, sur notre équilibre extérieur, sur le coût de nos importations, sur la nécessité d'exporter davantage. Ce sont cela les problèmes qui se posent à la France, et je vous dirais que les résultats des élections, quels qu'ils soient, ne font pas disparaître ces problèmes. Mais c'est l'intérêt de tous que de considérer les problèmes en face et de faire ce qu'il faut pour essayer de les résoudre. Jean-Claude Narcy, avec vous, les autres nouvelles de ce journal. Oui, il y a 40 millions de femmes sur le marché européen du travail, c'est-à-dire 37% de la population active de la communauté. Eh bien, à Paris aujourd'hui, une conférence organisée par le Parlement européen a étudié les problèmes spécifiques des femmes européennes au travail. Madame Pelletier, qui présidait cette réunion, a conclu en déclarant, je cite, « La présence des femmes dans les instances européennes transformera la politique du discours en politique du quotidien ».
En Belgique, après 100 jours de crise politique, un accord est intervenu entre 5 des 6 partis de l'ancienne coalition gouvernementale pour la formation du futur gouvernement, les partis sociaux chrétiens et socialistes flamands, leurs homologues francophones ainsi que le parti linguistique bruxellois, Front démocratique des francophones, ont marqué leur accord à un ultime compromis présenté en début d'après-midi par M. Paul van den Boynans, Premier ministre démissionnaire et chargé par le roi Baudouin de constituer le nouveau gouvernement. James Callaghan sera en difficulté mercredi soir aux communes. Le sort de son gouvernement pourrait bien se jouer à 1 ou 2 voix seulement. Selon les derniers pointages, la motion de censure déposée la semaine dernière par les conservateurs recueillerait donc la majorité. Les travaillistes se préparent, en tout cas, à des élections anticipées. En Italie, la mort de Ugo La Malfa est ressentie avec une grande émotion dans le monde politique. Amis et adversaires sont unanimes à lui rendre hommage. Avec Ugo La Malfa disparaît l'un des pères fondateurs de la République italienne, ayant acquis une stature morale incontestée dans le pays et une audience internationale dans le domaine économique par le talent et la rigueur qu'il démontra jusqu'à sa mort. La dépouille mortelle a été transférée à la présidence du Conseil. Elle restera exposée dans une chapelle ardente jusqu'à mercredi, jour de l'enterrement du vice-président du Conseil italien. En France, pas de métro à Lyon aujourd'hui. La grève des conducteurs a été respectée à 100%. Aucune rame ne circulait et toutes les stations étaient fermées. Le mouvement a été déclenché à l'appel de la CFDT et des transports en commun lyonnais. Les revendications des grévistes portent entre autres sur l'amélioration des conditions de travail. Enfin, Manu France va pouvoir éditer son catalogue 79. Il sera édité début mai grâce à un crédit de 10 millions de francs que lui accordent les banques. Le temps, eh bien en début d'après-midi, les températures étaient comprises entre 5 degrés au Havre et 17 degrés à Perpignan, mais giboulé aujourd'hui et giboulé demain, oui demain, une zone pluvieuse s'étendant de la Bretagne et des Charentes au nord et aux Ardennes, atteindra en soirée les régions allant des Vosges et du nord des Alpes aux Pyrénées, accompagnées d'orages, c'est ça les giboulées, et de neige même, en moyenne et haute montagne. À l'avant de cette zone, le temps sera nuageux avec des éclaircies, les vents se renforceront et des rafales sont à craindre en Manche et en mer du Nord. Les températures maximales varieront peu. Alors que réserve le destin et surtout, que réservent les hommes à un moment historique, celui que nous avons vécu d'une manière un peu hachée aujourd'hui à Washington, à l'occasion du traité de paix, de la signature du traité de paix entre le président Sadat, le président Begin et M. Carter, le président des États-Unis, contresignait lui aussi ces accords. Nous ne savons pas ce que le destin réserve à ce moment historique, mais je vous propose de les revivre. Voici Sadat, le président Sadat, qui signe l'un des textes. Il y a en tout un accord, un traité de paix et les annexes à signer, ce qui fait 7 documents en tout. Voilà, c'est la fin de la signature. Et cette poignée de main, cette grande brassée de main symbolique qui est chargée de beaucoup d'espoir. Voilà, je voulais vous faire revivre ces moments qui sont historiques. Alors, attendons ce que l'avenir réserve à ce moment d'histoire. Dernier journal, Éric Gilbert, vers 23h30. Merci de nous avoir prêté attention.